Voilà. C'est parti aussi pour l'enregistrement. Ok, super. Donc bonsoir à tous, à toutes et à tous. Donc Nathalie et moi, on souhaitait vous remercier déjà pour votre présence et puis pour l'intérêt que vous semblez porter à notre sujet de ce soir, donc que l'on a appelé le canine coaching avec Nathalie, ou comment l'observation et l'analyse de la relation de l'homme avec son chien peut permettre à l'homme de développer son intelligence émotionnelle et relationnelle, notamment en entreprise. Donc pendant 45 minutes environ, nous définirons ce qu'est le comportementalisme animalier, le coaching professionnel et l'association des deux pour former le cani-coaching. Et nous aborderons plus précisément deux approches donc, qui mettent à contribution le chien dans ce type d'accompagnement, tout en brossant un portrait social comportemental de cet animal parmi les préférés des Français. Il faut savoir qu'en France, on a 7,5 millions de chiens contre près de 14 millions de chats. Voilà, et je sais que certains d'entre vous sont plus chats que chiens, donc ça doit leur faire plaisir. Pendant notre intervention, donc Nathalie va couper les micros de chacun, donc pour maximiser la bande passante, comme je l'expliquais tout à l'heure, les réseaux étant très sollicités en ce moment. Donc vous pouvez poser vos questions ou réagir via la messagerie en direct qui est donc en haut à droite de votre écran, et vous aurez bien sûr la possibilité de nous questionner à l'issue de notre intervention. Donc, comme vous l'avez vu, nous sommes deux pour animer ce webinaire. Donc, Nathalie Wang qui va se présenter à vous et moi-même. Donc, je laisse la parole à Nathalie pour sa présentation. Merci Philippe. Bonsoir à tous, je suis Nathalie Wang, certains me connaissent déjà. Moi, je suis ravie d'être là aujourd'hui pour parler de coaching et de cani-coaching avec Philippe. Donc, moi, j'exerce en tant que coach professionnel, mais aussi dans le domaine du conseil et de la formation, dans lesquels j'accompagne les entreprises et aussi les individus sur des questions transformationnelles. En fait, je suis scientifique de formation. J'ai un doctorat en biologie intégrative et je travaille aujourd'hui dans le domaine des sciences cognitives humaines, je précise. C'est comme on est en cani-coaching. En coaching, je vais explorer plus particulièrement les sujets de la générativité, on en parlera tout à l'heure, de l'identité, de l'alignement, à la lumière des 3 formes d'intelligence. Et là, j'exerce à Paris, j'exerce aussi dans le Val d'Oise où je réside. Et à la maison, là, comme vous voyez, j'ai un chien. Donc j'ai mon chien qui s'appelle Plume. Plume, c'est une petite femelle border collie de 5 mois tout juste. Elle est déjà très très douée à l'agility. Et ce qui me passionne avec Plume, c'est la qualité de présence et d'interaction qu'on a. Et comme j'adore faire des liens et relier des concepts ensemble, le fait de modéliser ces systèmes, pour moi, est hyper éclairant sur moi-même déjà, et aussi sur mes activités. Et ça, c'est également transposable à des domaines qui peuvent apparaître assez éloignés initialement, comme les domaines du coaching en entreprise. Donc, on va pouvoir parler de tout ça tout à l'heure. Mais avant, du coup, Philippe, je vais te passer la parole pour te présenter, parce que je vois qu'il y a aussi du monde chez toi. Ah oui, il y a beaucoup de monde chez moi. Voilà, donc je suis coach professionnel certifié depuis presque 20 ans. J'ai été formé par Olivier de Villard, si certains le connaissent ou en ont entendu parler. Et je suis également praticien élément humain, qui est le modèle de William Schutz. Donc moi, je suis basé à Saintes, en Charente-Maritime. J'interviens principalement en entreprise auprès de managers et de leurs équipes, mais aussi auprès d'organisations au sens plus large. Donc mon métier, c'est de les accompagner pour mettre en valeur leur capital humain, sa performance, et principalement dans des situations de changement. Alors moi, je me forme au comportementalisme depuis 3 ans maintenant auprès de Patrick Ledeuf et de l'organisme de formation qu'il a créé et qu'il dirige, qui s'appelle le CFAO, qui est le Centre d'études en éthopsychologie humaine et animale de l'Au-Revoir. Donc Patrick, normalement, est présent ce soir et je le remercie vivement. Alors j'apprécie aujourd'hui particulièrement de pouvoir lier dans mes accompagnements donc, mes 2 passions, qui sont le coaching et le chien. Alors sur cette photo, vous me voyez entouré de mes 4 chiens. Donc il y a Elsa qui est à gauche, qui a 11 ans. Et puis les 3 autres, c'est Oscar, Luce et Kelly. C'est une fratrie de 5 ans qui vient de fêter son anniversaire lundi dernier, donc le 25 mai. Donc ils étaient encore 5 il y a quelques mois, puisque Barouk, qui est le père de la fratrie, était encore là. Donc en fait, c'est leur fonctionnement en meute, puisque j'ai eu Elsa, Barouk, et puis tout d'un coup, 3 chiens qui sont arrivés à la maison. Voilà, je dirais pas tout d'un coup, mais presque. Et donc, c'est leur fonctionnement en meute et puis le risque et puis le sentiment vraiment d'être très vite dépassé qui m'a incité à explorer cette discipline récente qui date des années 80.
euh, et donc discipline du comportementalisme animalier pour finalement mieux vivre tous ensemble. Et je pense que voilà, quelques années après, on y arrive assez bien. Alors, tu parles du comportementalisme animalier. Est-ce que tu peux nous définir ce terme? Oui. Alors, le comportementalisme ou le comportementaliste, si on parle de la personne, ce n'est pas un éducateur canin et c'est pas un vétérinaire non plus. Comme le coach n'est pas un formateur, ni un psychologue, ni un psychothérapeute. Donc chacun a sa place. Les métiers peuvent se cumuler pour une même personne, mais ne se confondent pas. Donc, c'est le coaching des relations Et humaines aux animaux. voilà, on parle du comportementalisme comme étant le coaching des relations humaines aux animaux. Alors, c'est en effet du coaching, au sens où le comportementaliste, il accompagne les maîtres d'animaux dans le but de développer leur potentiel, de permettre l'émergence, la mise en place de stratégies de réussite, donc pour définir et atteindre leurs objectifs avec leur animal. Alors, si on regarde ça d'un peu plus près, donc le comportementaliste comme le coach, bon, il intervient sur un système composé d'individus qui sans cesse s'influencent, interagissent, jusqu'à produire des comportements indésirables, des tensions, des conflits. Donc, le comportementaliste travaille comme le coach à partir de ces interactions. Donc, c'est avant tout un systémicien, un coach systémicien. Alors, comme le coach, le comportementaliste, il s'intéresse à ce qu'on appelle la demande implicite qui se cache derrière la demande explicite d'accompagnement. Donc, la demande explicite, ce sera mieux s'affirmer, mieux maîtriser mon chien en balade, etc. Donc, on ne va pas chercher de réponses précises à ces symptômes-là observés, qui sont finalement des réponses adaptatives qui sont apportées par les individus pour surmonter certaines influences. Nous, on va s'intéresser aux causes réelles des désagréments ou des tensions vécues qui provoquent ces symptômes, et c'est ce qu'on appelle la demande implicite, qui est souvent inconsciente chez le coaché ou le maître. Donc, l'expertise du comportementaliste, elle est étendue aux sciences humaines aussi, c'est-à-dire à la connaissance de l'homme, son développement, la construction de ses choix, de son identité. Et puis, comme pour le coaching, on utilise des outils, des techniques d'apprentissage, comme des modèles de développement personnel type PNL, hypnose ericksonienne, ou bien encore les thérapies comportementales, comme les thérapies cognitivo-comportementales. Alors, en revanche, il y a un certain nombre de différences avec le coaching classique. La première d'entre elles, c'est que le système observé par le comportementaliste, il est constitué d'humains et d'animaux, ce qui est quand même une sacrée différence. Et la deuxième différence, c'est qu'en systémie, il y a un principe de base qui est de considérer que ce sont les individus qui font la situation observée et non le contraire, ce qui suppose un partage de responsabilités pour tous les individus concernés. Pour le comportementaliste, il considère l'animal présent dans le système comme non porteur et non responsable des difficultés vécues, mais révélateur par ses comportements adaptatifs d'un système qui ne fonctionne plus ou mal. Donc c'est pourquoi le comportementaliste il s'adresse uniquement aux maîtres d'animaux. Donc ce n'est pas d'éducation canine, comme je l'ai dit tout à l'heure, on s'adresse vraiment à l'humain, parce que ce sont eux, les humains, qui vivent, entretiennent, développent, maintiennent, sans le vouloir la plupart du temps, une relation inadéquate à leur animal. On en parlera un peu plus tout à l'heure. Donc enfin, les savoirs du comportementaliste, ils sont étendus aussi à l'éthologie, et on en parlera un peu plus précisément dans un instant. Alors, je vais laisser la parole à Nathalie qui va nous parler du coaching à proprement parler. Les résultats de notre petit questionnaire qu'on vous avait fait part pour l'inscription. Donc, parmi les profils des personnes qui participent aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait, c'était vraiment des profils très diversifiés. Du coup, pour les personnes qui ne sont pas coachs, déjà, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de coaching? Donc, on va parler de la dimension coaching professionnel. Et je vous propose de commencer par une très, très brève introduction sur ce qu'est le coaching. Et ces prémices-là, on va pouvoir les voir portées par une métaphore, celle de la petite plante. Donc, moi, j'aime bien présenter le coaching comme ça. Parce qu'en fait, on va être beaucoup sur les métaphores aujourd'hui, sur les analogies, hein, vous allez voir. Donc là, c'est pas mal de commencer avec une métaphore. Donc, c'est l'histoire d'une petite graine qui est semée par un jardinier. Donc, la petite graine, comme toutes les autres graines d'ailleurs, il faut savoir qu'elle a tout ce qu'il faut en elle pour se développer. Donc à l'intérieur, il y a une micro-plantule, donc une enveloppe protectrice, et quel que soit le milieu dans lequel elle va germer et grandir, elle va se développer. Elle va se développer plus ou moins facilement, parce que ça dépend en fait de où est-ce qu'elle est semée. Mais quand même, elle
tend vers ce développement. Et elle va passer par des phases de croissance, par des phases de transformation, par des phases de transition. Parfois, la petite plante, elle va se questionner sur son identité. Et elle peut parfois aussi avoir été semée sur un terrain qui est plus ou moins propice à son développement. Par exemple, elle peut avoir de l'ombre qui est créée par les autres plantes, donc qui l'empêche son développement. Elle peut avoir des obstacles, donc comme le caillou que vous voyez. Elle peut avoir des environnements de sécheresse, ou elle peut être inondée par ce qui l'entoure, ou avoir du vent fort en fait qui vient sur elle et qui la déstabilise. Et cette petite plante, dans certains cas, elle va activer un coaching, donc un accompagnement en coaching. Et parfois, elle va avoir la chance d'avoir un coach jardinier, donc qui va interagir avec elle et pour qui en fait l'écologie de ses relations va être importante, va être primordiale. Donc ce jardinier coach, en fait, il va pas. Ce que je veux dire, c'est il va pas lui injecter de l'engrais. Il n'est pas là pour lui proposer un tuteur, ni retirer le caillou d'ailleurs, hein, l'obstacle. Mais il va l'aider. Et comment il va l'aider? Il va labourer la terre un petit peu plus. Il va créer des conditions pour faciliter le développement et l'assouplissement de la terre pour cette petite plante. Et donc après, il va faire émerger des opportunités pour se transformer. Si j'assouplis la terre autour des racines, par exemple, je vais assouplir la représentation de mon environnement et me permettre, etc. Quand on regarde la définition de l'ICF, hein, l'ICF, c'est une fédération de coaching, ils le définissent comme une alliance entre le coach et ses clients dans un processus qui suscite chez eux la réflexion et la créativité pour maximiser leur potentiel personnel. Nathalie, je me permets de te couper parce qu'on a des messages. Nathalie, je me permets de te couper parce qu'on a des messages comme quoi le son est coupé et n'est pas très bon. Donc peut-être parler un tout petit peu. Le son est coupé? On a des messages sur le chat comme quoi. Autant pour Nathalie que pour Philippe, on entend un mot sur deux. Voilà. Problème de son. Idem pour moi, problème de son. Alors, vous me dites si c'est mieux là? C'est mieux ou pas là? Oui, pareil. Oui, c'est mieux ou oui Oui, apparemment, c'est mieux. Oui, alors. D'accord, ok, je reste comme ça alors. En fait, je parle à côté de mon micro là. C'est bon? Alors, je reviens sur le chat, oui, c'est mieux. Ok, parfait. N'hésitez pas à nous interagir comme ça avec nous, c'est très bien. Donc, j'espère que vous avez entendu pour la métaphore du coaching. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une alliance. Le coaching, c'est une alliance entre le coach et ses clients. Donc, quand on parle d'alliance, on parle de relation. Le coach, il est maître du processus. Ça veut dire qu'il ne va pas être expert du contenu. C'est le client qui est expert du contenu. Il est expert de sa situation vers son plein potentiel. Donc, c'est vraiment les mots-clés là. Je regarde en même temps le chat. Donc, voilà. Et dans le coaching, il y a plusieurs pratiques et il y a plusieurs courants. Et donc là, une fois qu'on a défini le coaching, on peut se dire, mais qu'est-ce que vient faire l'animal dans le coaching? Qu'est-ce qu'on va faire avec l'animal et qu'est-ce que vient faire l'animal là-dedans? Alors oui, c'est une vraie question à ce moment d'amener son animal, ou en tout cas de parler de ses interactions avec son animal. Tout de suite, il y a deux comportements qui sont observés. Vous voyez la slide qui est passée là ou pas? Comment s'appuyer sur l'animal en coaching? Et vous voyez quoi là? Vous voyez le coaching pour se développer ou comment s'appuyer sur l'animal en coaching? Là, c'est bon? Ouais, je pense que là, c'est bon. Comment s'appuyer sur l'animal en coaching? Ouais, ok, parce que tout à l'heure, c'était pas passé. Alors oui, c'est une vraie question à se poser. Il y a des gens, en fait, le premier réflexe, c'est une réticence, hein, plutôt. Ils sont surpris. Et puis, il y a un peu une peur du jugement de l'autre sur la qualité de sa relation avec son animal. Et c'est plutôt rare que ça persiste, hein, ce genre de réaction. Les gens sont plutôt étonnés, en fait, d'amener leur chien. Ça crée quand même une forme d'enthousiasme parce qu'on va aller sur le décentrage. Et le chien, en fait, va pouvoir intervenir de différentes manières pour aborder la problématique du client. Donc, par le décentrage, on peut s'appuyer sur le comportement. Donc, on va travailler à le faire évoluer, ce comportement. On peut aussi s'appuyer sur la résonance qui existe entre l'homme et l'animal. Donc, il y a Patrick qui nous rejoint, je l'accepte.
Donc, dans ces deux cas, de toute manière, ce sont des principes qui sont mis en œuvre et ce sont des principes systémiques et des principes humanistes au sens du coaching que je vais vous présenter. Donc là, vous voyez à l'écran la slide, donc entre un principe systémique. Pour illustrer le principe systémique, j'utilise très souvent, moi, une structure fractale qui est assez simple, mais assez pédagogique. C'est le triangle de Sierpinski, qui présente des motifs répétés à différentes échelles. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Vous allez voir, le lien avec la systémique, c'est qu'une fractale, c'est un objet dont la structure ne va pas varier par changement d'échelle. On va avoir une espèce d'homothétie. Ce qui se passe ici, je ne sais pas si vous voyez ma souris, sur le petit triangle au milieu, ça va dire quelque chose du triangle plus gros ou du triangle qui va être un peu plus à droite ou à gauche. Donc, quand on travaille en systémique, on va considérer que chaque partie est une copie plus petite du tout. Donc, en fait, ce qu'on dit, c'est que le tout, il va être contenu dans chaque morceau. Et chaque morceau peut les différents reflets de forme, on va constater qu'on va avoir plusieurs dimensions. La relation et les comportements d'un humain avec son animal, d'une part, donc il va être dans un des petits triangles que vous voyez, et les relations et comportements professionnels de cette même personne, d'autre part. Donc avec son environnement professionnel, qui va être dans un autre triangle. Et donc, en coaching, en présence de l'animal, on va tenir compte de ces résonances entre l'un et l'autre. On peut faire une transposition et ça va dire quelque chose de ce qui se passe dans un autre triangle. Et donc, on peut aller aussi du local au global. Par exemple, si on initie des changements de comportement à un niveau très micro, eh ben, ça va dire quelque chose de comment est-ce qu'on se transforme à un niveau plus grand. Donc, tout changement global va être initié au niveau d'une espèce d'immédiateté locale. Et là, on va avoir une espèce de viralité dans le changement dans lequel on va amorcer quelque chose. Alors, dans ces systèmes de fractales-là, l'animal, en fait, il vient apporter une représentation qui est décentrée et personnelle aussi de la problématique du coaché. Donc, quand on interagit avec notre animal, on modélise, en fait, quelque part. C'est comme si on élargissait notre champ de vision. C'est comme si on représentait différemment notre objectif ou notre solution. Donc, en fait, ce qui est assez puissant, c'est que cette image décentrée, elle va pouvoir engendrer de la métaphore, de la symbolique. Par exemple, je ne sais pas, tenir la laisse, par exemple. Tenir la laisse de l'animal, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la laisse que vous tenez dans votre équipe, dans votre entreprise? Si vous tirez sur la laisse, c'est comment vous tirez sur la laisse en fait dans votre équipe. Voilà. En fait, c'est une image qu'on va donner, mais ça va être parlant parce qu'on décentre. Et la métaphore, c'est un principe qui est vraiment beaucoup utilisé dans plusieurs approches de coaching. Donc là, ça vient renforcer en fait ces approches-là. Donc une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit qu'on était sur un principe systémique, on peut se demander, bah oui, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on le fait avec un animal? Puisqu'on peut le faire avec tout ce qui se passe autour de nous, autour de l'environnement, c'est systémique. Donc pourquoi un animal? Et la question est assez légitime d'ailleurs. Alors, pour expliquer pourquoi l'animal, je vais revenir à l'approche de la métaphore sur la petite plante. Et en fait, ça a un lien avec l'approche qu'on appelle l'approche centrée sur la personne de Carl Rogers et puis la tendance actualisante des humains. Donc, si je reprends la métaphore de la petite plante de tout à l'heure, dans les circonstances de vie les plus difficiles, la plante va quand même s'efforcer de devenir. C'est-à-dire que à gauche, vous avez le cas où la plante, elle a tout ce qu'il faut, elle a la lumière, pour grandir, donc elle se développe. Mais une graine, et ça c'est vrai, en biologie, c'est ce qui se passe, la plante, quand elle n'a pas de lumière, elle va germer quand même, la graine va germer quand même, et la plante, elle va avoir une espèce de motivation à la vie. Elle va essayer de devenir, même si les conditions ne sont pas favorables. Donc, il y a une espèce de vie qui se refuse à s'arrêter de lutter, même si elle ne peut pas s'épanouir. Et donc, cette espèce de motivation pour le développement, c'est ce qu'on appelle la tendance actualisante. Et le coaching, en fait, il va rien faire d'autre que d'aller activer cette motivation, simplement. Et cette activation, quand on regarde l'approche humaniste, par exemple, cette activation, elle se fait comment en coaching? Elle se fait par la relation qui est créée. La relation qui est créée avec le coaché. Donc là, pour l'instant, j'ai toujours pas parlé d'animal. Donc la relation qui est créée avec le coaché. Et sachant ça, le modèle de l'approche, en fait, moi, que j'utilise par exemple, c'est d'aller rechercher le renforcement et le développement de la motivation, mais avec l'aide de l'animal. Donc, on va créer la relation parce que l'animal sera un troisième élément, en fait, de la relation. Donc, le contact avec l'animal va créer des conditions d'interaction vraies, sans filtre. Donc là, Philippe va vous en parler dans le cadre du chien. Donc, une espèce d'authenticité, de congruence. Et donc, les capacités de la personne vont pouvoir s'exprimer.
Il y a une connexion, par exemple, qui se fait naturellement avec le chien, hein. Il y a un autre système aussi que le groupe relationnel professionnel, donc on décentre, ce que j'ai dit tout à l'heure. Et tout ça combiné fait que la personne, on va remarquer qu'elle va lâcher plus facilement. Elle va lâcher quoi? Elle va lâcher ses schèmes mentaux. Moi, je travaille sur les neurosciences hein, dans l'entreprise dans laquelle je travaille. Donc, du coup, on voit que les schèmes mentaux vont lâcher. Et c'est comme un filtre de vérité sur soi-même, en fait. Et le coach, il va profiter de ce lien qui est fort avec l'animal pour justement amorcer une relation qui va être quasi immédiate. Parce que la relation d'un maître avec son chien, elle est là, quoi, et elle est authentique. Et le coach, il s'inclut dedans après. Voilà. Bon, j'espère que vous m'entendez toujours. Donc maintenant qu'on a créé la relation, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est le début du coaching, ça, on crée la relation. Eh ben, on va aller chercher, alors ça, là, je vous présente la manière dont moi je fonctionne, et puis il y a d'autres manières, hein, mais on va aller rentrer par les éléments de ce qu'on appelle l'index de conscience. On utilise beaucoup en PNL. Pour ceux qui connaissent, c'est le petit rond que vous voyez à gauche. Donc pourquoi? Parce qu'en général, alors je vais vous donner un exemple, hein, en général, moi j'ai des gens qui sont beaucoup dans leur intellect, qui vont aller dans leur processus interne. Donc c'est en bas du rond, là, processus interne, PI, pensée. Ils se disent des choses dans leur tête, en fait, et ils se disent des choses dans leurs problématiques. Par exemple, hier, j'ai une personne qui voulait se lancer dans son projet professionnel. Il avait une petite voix qui lui disait non, tu n'es pas à la hauteur, tu vas échouer. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le dialogue interne. Et dans les coachings, en tout cas dans les miens, hein, souvent, je vais pas rentrer dans ce dialogue interne, je vais rentrer par une autre porte. Je vais pas utiliser le canal privilégié par le client, c'est-à-dire la pensée dans ce cas-là. Je vais rentrer par les émotions, le ressenti, ou je vais rentrer par le comportement. C'est ce que va nous expliquer Philippe pour le comportement. Mais pour les ressentis, moi, je me heurte à quelque chose souvent, c'est que les gens ne sont pas connectés à leurs ressentis. Et dans ce cas-là, la relation avec l'animal, ça va permettre la libération justement des émotions. Et le coach, là, il pourra calibrer. Calibrer, ça veut dire il pourra observer la physiologie de la personne. Et ça, c'est parfois important dans certains protocoles. Par exemple, en PNL, on observe la situation et la physiologie de la personne quand elle est connectée à sa problématique. Si elle n'est pas connectée, ça se voit. Ici, ça se voit, eh ben ça marche pas forcément bien, en fait, le protocole, quand les gens sont pas connectés. Donc, ça permet aussi de calibrer. Pour vous donner un exemple, hein, un manager, parfois, voilà, par exemple, il y en a un qui est venu me voir pour un coaching sur une problématique de colère. Donc, la colère, c'est une émotion. La colère était très violente envers des personnes de son équipe et au-delà aussi. Et en fait, en me parlant de ça, il en parlait de manière très dissociée. Donc, il n'était pas dans ses émotions, il était dans son processus interne et avec un mode très, très analytique, hein. C'est parce que j'ai fait ça que, voilà. Donc, A donne B, donne C, et quand on aura fait toute la chaîne de causes-conséquences, voilà. Donc, il avait tourné dans sa tête toutes les raisons et solutions possibles, mais il tournait en rond, en fait. Et pour aller explorer les autres éléments de l'index de conscience, moi, je suis impossible pour lui de se connecter à sa colère remémorée. Et donc, du coup, pas de signe physique, pas de ressenti. Et là, dans ce cas-là, avec l'animal, le comportement associé aux émotions et aux pensées va revenir tout de suite. Quand je lui demande de se connecter à la colère qu'il a avec son chien, c'est beaucoup plus facile que de se connecter à la colère qu'il a avec son équipe. Enfin, là, c'était le cas en tout cas. Et ensuite, en parallèle avec le comportement, on va pouvoir travailler aussi sur l'émotion. Voilà. Donc ça, c'est juste pour vous donner un exemple. On verra des exemples, des cas concrets pendant vraiment tout le long du webinaire. Mais là, l'idée principale que je voulais vous passer, c'est que le chemin du développement, là, il va passer par la création de certaines conditions de relations interpersonnelles, de communication par exemple, qui vont permettre à l'individu, en fait, d'aller chercher cette tendance actualisante, cette motivation pour le développement de l'approche humaniste par la systémique aussi. Donc là, c'était quelques principes d'une approche de coaching qui va impliquer l'animal. Mais plus loin que l'animal, en général, hein, on va pouvoir nous s'attacher au chien en particulier, parce que là, on parle du chien. Là. Et donc, le chien comme médiateur ou le chien comme agent transitionnel. Et voir le lien avec l'entreprise. Et là, Philippe, je te laisse la parole pour en parler plus dans le détail. Donc, plus aller dans le chien, dans le cadre du chien. Ok. Merci Nathalie. Alors déjà, pour faire le lien avec l'entreprise, il serait intéressant de revenir à l'origine du mot management. Donc le mot management, ou management d'ailleurs, c'est un mot français qui est né au XVIIe siècle. Et en fait, les écuyers utilisaient ce terme-là. C'est pour ça que vous avez la photo du manège du château de Saucy, un manège équestre assez ancien. Parce que le terme management signifie alors emmener son cheval au manège, littéralement préparer sa monture au travail.
Donc cette préparation, elle servait essentiellement à aligner, ajuster les comportements de l'écuyer et de son cheval en termes émotionnels, relationnels, pour éviter tout comportement indésirable du cheval et donc non maîtrisable lors de son travail. Donc nous savons ainsi que nous pouvons utiliser la mise en relation avec le cheval ou le chien comme reflet de la relation que nous avons avec les autres. Alors qu'est-ce qu'un chien? Alors on va essayer de se poser la question avant d'aborder la manière de travailler avec cet animal. Alors on va essayer de faire un pas de côté du côté de l'éthologie. Donc cette discipline consiste à observer les individus dans leur milieu naturel et d'en décrire une organisation ou l'organisation sociale observée. Le développement psycho-comportemental, relationnel des sujets au sein du groupe, d'en décrire les rituels, les comportements, les activités. Donc c'est John Paul Scott et John Fuller en 1965, qui sont deux naturalistes américains, qui sont à l'origine de l'éthologie du chien. Parce que le chien, comme toute espèce vivante, il est socialement organisé au sein de son espèce, et cette organisation est définie par des critères sociaux qui constituent le seul et unique cadre de référence du chien. Et je dis bien le seul et unique cadre, seul et unique filtre intangible par lequel le chien traduit le comportement des autres espèces que la sienne, et en l'occurrence l'humain. Et donc tente de s'y adapter par l'intermédiaire de son filtre. Donc si on revient sur les critères qui, pour l'essentiel du sujet, nous portent ce soir, donc ces critères sociaux, justement. Alors, on va en citer quelques-uns. Tout d'abord, le chien, c'est un animal social avant tout et qui apprend à être sociable. Donc la relation est primordiale pour le chien au sein de son espèce avec d'autres espèces. C'est sans doute là le critère social le plus important pour le chien. Par comparaison, si on peut comparer, ce qui n'est pas comparable, le chat, son critère principal, c'est le territoire. Le chat est un animal social et sociable, mais il peut parfaitement se passer de la relation. Le critère le plus important pour lui, c'est le territoire, pour le chat. Donc le chien, il est aussi et surtout un animal de meute. Il est organisé en société hiérarchisée. Donc une meute, c'est quoi? C'est une organisation sociale structurée avec une hiérarchie. Il y a des sujets dominants, des soumis, des relations fortes, ritualisées, une gestion imparable de la nourriture, du territoire. Donc ce qui va se passer entre les chiens est ainsi vecteur de stabilité parce que normé par les critères sociaux de leur espèce. La relation, l'organisation, les rituels, le territoire. L'humain, lui aussi, est un individu social et sociable. Il est également organisé en société hiérarchisée. Et donc les similitudes de fonctionnement entre l'humain et le chien en font un miroir assez pertinent du comportement humain et de ses relations. Alors, pourquoi? Parce que ce qui se passe interespèce pour le chien, donc entre l'homme et l'animal, c'est déstabilisant pour l'animal parce que ses repères relationnels, ses repères organisationnels sont souvent bafoués par l'homme ou à minima ignorés par l'homme, sans le vouloir la plupart du temps, provoquant ainsi des comportements indésirables qu'on appelle aussi des comportements adaptatifs du chien. Donc ce sont ces comportements indésirables qui sont autant de signaux qui vont permettre au maître d'expérimenter de nouveaux comportements pour rétablir le bon équilibre relationnel avec son chien. Donc ce travail d'apprentissage du maître pour son chien va constituer le levier d'un second travail en coaching professionnel, mais en raison d'un processus parallèle qui se joue entre les deux situations, avec le chien et au sein de l'entreprise. Donc le chien en coaching, c'est un agent transitionnel, comme l'expliquait Nathalie tout à l'heure, dans une relation qui reste triangulaire. Donc la relation avec le chien, c'est un révélateur très étonnant, c'est un miroir, qui nous permet d'identifier certaines de nos attitudes, dont il est parfois difficile de prendre conscience, et de changer donc en profondeur. Le chien, c'est d'abord un miroir de nos comportements. Le comportement du chien, c'est une réponse à ces conditions de vie et de travail qui lui sont imposées par l'humain. Donc si les conditions ne sont pas en phase avec les critères sociaux dont j'ai parlé, donc sont inadéquates pour lui, alors il va tenter de s'adapter, jusqu'à développer des comportements dits indésirables si l'écart à combler est trop important. Et donc ces comportements, ils sont le fruit de l'influence humaine, et donc ils indiquent le degré de conscience réciproque de la relation et la capacité de l'homme à faire l'apprentissage d'autres modes relationnels. Ils sont un signal pour l'homme que son comportement ne prend pas en compte les besoins de son animal. Alors le chien est aussi un miroir des émotions, de nos émotions. Alors, les chiens, on le sait, sont des spécialistes des émotions par leur capacité à les ressentir, à les lire chez nous, chez leurs congénères. Ils ont une capacité de lecture quasi instantanée de leur environnement, ce qui leur permet d'évaluer les facteurs de risque d'une situation. Alors, ils expriment leur perception, ils jouent le rôle d'un miroir très puissant.
Alors, ce sont des experts en communication non verbale et en intelligence émotionnelle. Hein. Moi, j'ai souvent mes chiens qui me regardent avec des yeux de merlan-frit. Voilà, donc, et on sait que généralement, on se fait piéger. Euh, donc, ils sont des experts en communication non verbale et en intelligence émotionnelle. Donc, la lecture et l'interprétation des signaux qu'ils nous renvoient nous interpellent et nous permettent une meilleure connaissance de soi et de son propre langage non verbal, de son propre langage corporel. Alors, le chien, c'est aussi un miroir de notre système de relations. Parce que le comportement d'un humain, il sera adapté ou non à la situation qu'il rencontre. Mais la réponse du chien, elle sera toujours juste. Parce qu'il réagit en fonction de ce qu'il a compris. S'il ne répond pas à nos attentes, c'est que notre message n'exprimait pas clairement nos intentions. Donc il suffira de modifier notre comportement pour changer la réponse de l'animal. Très bien. Est-ce que tu peux nous parler de la médiation animale alors? Oui, parce que pour les humains, le feedback renvoyé par les chiens, il est parfaitement recevable. Ils peuvent transformer leurs erreurs en opportunités de développement grâce à une possibilité immédiate de faire différemment, visiblement, instantanément mieux, grâce à je dirais, au comportement et aux critères sociaux du chien. Donc, au-delà de rétablir l'équilibre relationnel avec son chien par de nouveaux apprentissages, qui sont encadrés par le comportementaliste, donc le feedback du chien, il permet une transposition rapide dans son environnement humain, notamment dans la relation professionnelle. Donc la médiation animale, elle vise la compréhension, la recherche de ces interactions homme-animal au bénéfice des deux. Donc recherche des interactions pour permettre de les analyser, de les comprendre et de les ajuster. Donc le cani-coaching, comme on l'a appelé avec Nathalie, donc c'est une démarche qui est assez originale parce qu'elle utilise ce qu'on appelle la stratégie du détour. C'est-à-dire le chien comme agent transitionnel qui permet une prise de conscience de l'impact de ses comportements sur les autres et devient un réel apport dans une démarche d'accompagnement type coaching. Alors, le chien est un fabuleux médiateur. Pourquoi? Alors, je vais vous donner 3 raisons. D'abord, il a un type d'intelligence qui permet une réponse instantanée, lisible au comportement humain. Donc là où l'humain dispose d'une intelligence conceptuelle, faite de représentations symboliques, d'imaginaire, une intelligence portée par le langage, le verbe, le chien, lui, met en œuvre une intelligence réactionnelle, intuitive, pratique. Alors, Est-ce que tu peux nous donner réactionnelle... des précisions là-dessus? Ouais. Oui, réactionnelle, parce que ces réponses, elles sont faites d'actions motrices. Intuitive, parce que le contexte lui suffit pour déclencher un acte physique, que ce soit un acte moteur ou non verbal. Et puis sa perception du temps est limitée à l'action, c'est très important. Il faut savoir que la mémoire immédiate d'un chien, c'est 2 minutes à peu près. Donc c'est pourquoi le chien, il a besoin dans la pratique d'un déclencheur pour reproduire un schéma ou tout simplement agir. De ce fait, on comprend bien que la structure relationnelle du chien, elle est très simplifiée, enfin, elle est simplifiée. Le chien, il est spontané, il ne juge pas, il ne critique pas, il ne se moque pas, il ne ment pas. Et par son langage, qui est fait de tonalité non verbale, il révèle ainsi spontanément nos intentions et finalement qui nous sommes. Ça, c'est super intéressant. Par contre, est-ce que tu aurais un exemple concret à nous présenter là-dessus, sur ce point-là? Ben, oui, on va prendre l'exemple d'une balade d'un chien tenu en laisse par son maître. Donc, le degré d'attention du chien démontrera l'intention de celui qui tient sa laisse. Plus le maître est ferme dans ses ordres, plus il est valorisant dans ses félicitations, plus le chien se connectera à lui. Donc le chien, il est particulièrement réceptif aux moindres signaux émis, sa réaction elle est quasi immédiate à nos comportements, notamment dans l'exercice de l'autorité. Et là, c'est un point important dont on reparlera tout à l'heure, notamment dans l'entreprise. Donc sa réaction, elle facilite l'association entre notre comportement et sa réaction. Enfin, c'est un fabuleux médiateur aussi parce que le travail en interaction avec le chien permet un rééquilibrage entre la raison et les émotions, qui sont souvent le moteur de nos actions. Donc le chien, il ressent et réagit à nos émotions parce qu'il cherche à s'y adapter en fonction du filtre social dont on a parlé tout à l'heure. Donc interpréter la réaction du chien avec nos critères humains, notre propre cadre de référence, c'est-à-dire faire de l'anthropomorphisme, constitue une boucle négative pour le chien et aussi pour l'humain. Donc si on arrive à le comprendre, ça permet de ne pas se projeter sur le chien, de ne rien projeter émotionnellement sur le chien et sur l'autre, par transposition, de ses propres émotions et aussi ainsi de rationaliser la relation. Alors là, on va voir maintenant les signaux utiles au coaching professionnel dans l'interaction de l'homme avec son chien. Donc, est-ce que tu peux Voilà, peut-être prendre... Ouais. c'est ça. Alors ces signaux, en fait, ils sont constitués de ces comportements indésirables que l'on observe chez le chien, ou ce qu'on appelle aussi comportement adaptatif au comportement humain. Donc ces comportements sont ceux qui révèlent
de mon point de vue, de manière la plus pertinente, les changements attendus chez l'humain. Donc, on va en aborder 3 qui nous relient directement au domaine professionnel. La relation à l'autorité, le respect de la hiérarchie et la justesse des renforcements. Donc, pour la relation à l'autorité, on parle du degré de contrôle et de maîtrise de la relation. Je vous l'ai dit tout à l'heure, un des critères sociaux du chien, c'est la relation et c'est le contrôle de l'organisation par un dominant. Donc, il est déstabilisé dans le cas contraire et ça entraîne chez lui des comportements indésirables jusqu'à la pathologie. Donc, il faut savoir que le maître, c'est le chef de meute. C'est à lui que revient ce rôle. Lorsque le rôle n'est pas assumé, il y a une prise de contrôle par le chien. Et cette prise de contrôle, elle s'accompagne de tensions entre le maître et le chien et d'une déstabilisation complète du système composé du chien et de son maître. Alors là, je reprends ma casquette de coach professionnel. Quel lien tu peux faire avec l'entreprise là-dessus? Alors, cette situation, on la rencontre souvent dans l'entreprise. Elle est souvent rencontrée par nos coachés ou les maîtres des animaux. C'est-à-dire, il y a des jeux de pouvoir qui envahissent son équipe, des tensions qui émergent, ils se sont menacés, en perte de contrôle, il a peur, il se sent en danger. Il est montré du doigt par sa hiérarchie comme étant en incapacité de remédier à la situation. C'est souvent des cas que l'on peut avoir ou des situations que l'on peut aborder. Et comme souvent en coaching, la prise de conscience de sa propre part de responsabilité dans la situation vécue, elle n'est pas évidente. Elle n'est pas immédiate et souvent, elle n'est pas du tout souhaitée par le coaché. Et parce que de sa part, ce serait se nier ou nier tout ce qu'il a pu faire jusqu'à maintenant. Donc si on aborde la relation avec son chien, ça permet d'une part d'exclure la responsabilité du chien. Donc on a abordé ce point en préambule dans la systémie ou le système composé animaux-chiens. Et d'autre part, ça lui permet donc de se concentrer uniquement sur sa propre responsabilité de maître dans cette situation. Donc déjà, il va pouvoir reconnaître une part de sa responsabilité. Il va pouvoir exprimer son émotion, les accueillir et faire choix, là, d'en faire quelque chose. Alors il est plus facile d'envisager un nouveau mode relationnel et de faire l'apprentissage d'un autre comportement. Et la réussite avec son chien, qui est visible assez rapidement, puisque le chien a une réaction instantanée et on voit très vite si ça fonctionne ou pas, ça ouvre un champ des possibles qui est magistral pour envisager sa propre responsabilité, cette fois-ci dans la situation vécue en entreprise, et de transposer cette prise de conscience avec son chien à ce qui se passe au sein de son équipe. Donc, le coaché, il va pouvoir convenir que le cadre de référence de ses collaborateurs n'est pas toujours le sien, comme le cadre de référence humain n'est pas le cadre de référence canin, même jamais, que leur mode de fonctionnement non plus, comme c'est le cas aussi pour le chien. Donc s'ouvrir aux autres, à leurs besoins, les écouter, s'aligner avec eux, se rendre flexible, en fait on revient à ce que je vous parlais tout à l'heure du management du XVIIe siècle, lorsque les écuyers préparaient leurs chevaux, donc on fait preuve d'intelligence émotionnelle et relationnelle. Alors le second signal que l'on va observer après la relation à l'autorité, on va parler du respect de la hiérarchie. Donc c'est le second signal qu'on va observer dans la relation maître-chien. La soumission dans le monde animal, c'est synonyme de reconnaissance de sa spécificité sociale dans le groupe, d'un mode de vie stable, sécurisé, d'un respect de l'animal et aussi de l'inhibition de son agressivité. Paradoxalement, c'est en frustrant le chien que l'on peut contrôler la relation avec lui en tant qu'humain. Parce que toute interférence du maître dans la hiérarchie existante, c'est déstabilisant pour le chien et ça génère des tensions et des attitudes agressives. Reconnaître la position de chaque sujet dans la hiérarchie, c'est réconfortant et c'est facteur de stabilité. Et dans le cas contraire, la régulation au sein du groupe va compenser, parfois jusqu'à des pulsions de mort, dans le groupe animal, ce que l'humain ne respecte pas ou ne peut pas émotionnellement respecter. Et là, je reviens avec un exemple, s'il te plaît. Nous avons un petit décalage, Nathalie. Là. Je ne sais pas si tu es vraiment à Paris, tu es peut-être à l'étranger, avec une heure ou deux de décalage. Ah, pardon. Alors, un exemple. Alors, un jour, j'ai un de mes clients qui m'expose, lors de sa séance de coaching, qui m'expose que ces 3 chiens deviennent agressifs les uns envers les autres, et surtout 2 d'entre eux vis-à-vis du 3e. Alors, il explique que le 3e chien est en fait son chien à lui, qu'il y est particulièrement attaché, les 2 autres sont plus jeunes, plus tempétueux, et sont ceux de sa compagne. Son chien est plus âgé, il a maintenu avec lui des rituels, des habitudes liées à sa vie de célibataire d'avant sa mise en couple. Il fait des balades avec son chien, c'est lui qui lui donne à manger, enfin voilà, c'est très particulier. Donc, mais manifestement, après un questionnement poussé, on constate que la hiérarchie qui s'est établie naturellement entre les 3 chiens, au moment de la recomposition du foyer, n'a pas été respectée. Le dominant, qui est l'un des 2 jeunes chiens, n'est pas respecté ni reconnu dans son rôle. Donc, il le fait savoir et régule par de l'agressivité en tentant de soumettre et de compenser donc l'interférence du maître auprès du chien. Donc, notre client, il est à la tête d'une équipe de 10 personnes issues de
de la fusion de deux groupes. Donc, il était à la tête de l'un des deux avant la fusion. Donc, il a établi avec ses collaborateurs historiques des liens suffisamment forts pour perdurer de manière clanique au sein de la nouvelle entité. Il ne comprenait pas ce qu'il y avait d'irrespectueux ici vis-à-vis des autres membres de son équipe, ceux issus du deuxième groupe. Donc, ces derniers se sont sentis rejetés, non reconnus, allant jusqu'à provoquer des clashs importants en réunion d'équipe et mettre en cause la légitimité de certains de ses collègues. Donc, c'était assez, je dirais, agressif au sein des différentes réunions d'équipe et de plus en plus. Donc là, on a fait le parallèle entre les deux situations, ce qui lui a permis, de la même manière que précédemment, de trouver des clés pour générer une prise de conscience sur sa manière de manager son équipe, sur sa lecture de la nature des interactions de son groupe et des nouveaux comportements adoptés afin de restaurer un cadre structurant, positif, qui prend en compte, par exemple, la place raisonnée et le rôle de chacun. Le troisième et le dernier signal que nous allons aborder, il est relatif à la justesse des réponses humaines qui sont apportées au comportement canin. Alors, on parle ici de renforcement, c'est-à-dire de validation des actions observées. En termes simplifiés et humains, si j'ose dire, il s'agit des signes de reconnaissance positifs ou négatifs. Alors, rappelez-vous que la perception temporelle du chien, elle est limitée à l'action. C'est pourquoi le renforcement, il est toujours associé à l'acte dans l'instant, et surtout proportionnellement adapté. Il s'agit alors de valider ou d'invalider le comportement mis en œuvre par le chien, c'est une sanction positive ou négative. Lorsque le maître ne sanctionne pas, les critères sociaux ne sont pas respectés. Et lorsque le maître sanctionne dans un cadre temporel inadéquat, eh bien, il y a un comportement adaptatif et d'inhibition de l'animal qui peut même aller jusqu'à la dépression de l'animal. Donc c'est au maître de s'adapter à l'animal, à ses critères sociaux, à son type d'intelligence. Alors, si on prend un exemple de l'importance de la justesse de la sanction, une situation très simple, mon chien attrape mes chaussures régulièrement pour les emmener dans le jardin. Pour récupérer mes chaussures, je vais jouer avec lui. Dans ce cas, je renforce l'acte du chien, c'est-à-dire de chaparder les chaussures, comme un acte autorisé et plaisant pour l'humain, puisque je joue avec lui. Donc je lui envoie un renforcement de cette action-là, et je l'autorise, je valide cette action. Peut-être que si je l'avais ignoré, il se serait arrêté. Donc les réponses non adaptées de manière récurrente, elles génèrent des pathologies chez l'animal, mais aussi chez l'humain. Lorsqu'un coaché me parle de son chien qui fugue de plus en plus et revient de moins en moins, je le questionne. J'apprends que lorsque son chien rentre après plusieurs heures de fugue, il le sanctionne durement en le privant de nourriture et en le mettant à la tâche. Donc c'est une sanction qui est juste pour lui, parce qu'il est dans son cadre de référence humain, et par cette sanction, toujours dans son cadre de référence humain, il souhaite lui faire prendre conscience de son erreur. Mais c'est une sanction qui n'est pas adaptée, parce que dans ce cas, le renforcement, le renforcement qui a lieu, c'est-à-dire que l'animal va associer cette sanction à son retour au domicile et non à sa fugue. Donc le chien, désormais, il craint de rentrer au domicile et peut développer un comportement dépressif. Donc un renforcement adéquat, ce serait de le sanctionner en flagrant délit de fugue. Alors, quel parallèle peut-on faire avec l'entreprise ? Le même coaché me parle de remontées négatives de son équipe à la DRH, sur le manque de reconnaissance qu'il porterait au travail de son équipe et aux personnes en général. Alors, il m'explique que par manque de temps, le seul bilan personnel qu'il fait avec ses équipes, c'est une fois par an, et à cette occasion, il pointe toutes les erreurs de l'année entre 12 mois et la veille. Donc, en échangeant très rapidement, il fait le parallèle entre les deux situations, et ça suffit pour lui pour prendre conscience de son adaptation indispensable aux besoins de son équipe et aux besoins de signes de reconnaissance de son équipe dans l'instant, qu'ils soient positifs ou négatifs. Peut-être que dans ce cas-là, ses collaborateurs, ils ne partiront plus à la concurrence. Donc voilà comment le comportementalisme peut clairement aider dans la résolution de situations de coaching. C'est à la fois un éclairage, c'est un décentrage, c'est un détour, c'est un révélateur, et puis c'est une passerelle de conscience vers l'entreprise. Alors, ce travail, il est possible avec un questionnement exploratoire précis qui permet un effet miroir, à la fois sur la situation qui pose problème, mais aussi sur la personne, ses émotions, ses défenses, ses croyances. Donc c'est un travail introspectif indispensable qui doit être mené de manière professionnelle avec des outils. C'est pas juste une liste de questions, et c'est un travail qui est souvent salutaire, en tous les cas, et qui permet souvent aussi de débloquer certaines situations. Voilà, je vais laisser la parole à Nathalie pour développer une approche complémentaire. Oui, merci Philippe. Bon, là, je vois le temps qui passe. Je vais accélérer pour aller aux exemples. Je pense que c'est assez parlant, les exemples. Là, je voulais juste vous dire que là, si on revient sur la relation, la connexion avec le chien,
Donc, le coach qui utilise cette connexion du coaché avec son chien peut jouer sur ce qu'on appelle la présence. La présence, c'est être là quand on est là et être en résonance, du coup, avec la situation. Donc, si on utilise la nature de la relation du coaché avec son chien, qui est très, très forte, il y a une résonance naturelle, en fait, qui est mise en place et qui est propre, entre guillemets, hein, dans le sens où c'est pas quelque chose de pollué par les autres interactions et c'est quelque chose aussi qui a lieu sur le moment. Cette résonance-là, elle est facilement modélisable. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir travailler sur le moment présent. C'est pas oublier la problématique, hein, c'est voir qu'est-ce qui a lieu maintenant, tout de suite, de la situation, qui dit quelque chose de la problématique. Et avec le chien, on va aller chercher la puissance un peu de l'expérience générative, en coaching génératif. Et ça se fait par 3 formes d'intelligence. Donc, pour la première, c'est comment est-ce qu'on va aider notre client à formuler clairement son intention. Donc là, on est dans le vision, on est dans le cognitif. Donc, par exemple, c'est quel ordre je vais donner à mon chien, comment je vais le formuler, et comment je vais le faire après et quelle stratégie je vais apporter là-dedans. La deuxième chose, c'est comment je vais incarner cette attention. Parce que c'est bien de le faire, mais comment je l'incarne, comment je le ressens, comment somatiquement je fais. Ce que je laisse passer, en fait, par le corps, par le ressenti, comment je me connecte à ce ressenti et comment je prends ma place dans la relation. Et enfin, alors après, c'est du génératif, hein, c'est comment j'arrive à étendre cette intention dans mon environnement. Donc, comment je relâche cette vision dans le monde, dans l'environnement, et comment je rentre en relation avec ça. Donc, l'état de résonance, il permet ça. Donc, juste un exemple là-dessus. Un exemple qui montre en quoi, en fait, quand on coach un problème, on ne coach pas un problème, mais quand on coach un coaché qui a un problème, ça peut être un problème ou une ressource selon comment on la voit. Donc, tout dépend de la relation qu'on a avec le reste, en fait. Dans le changement de génératif, on ne va pas considérer les émotions négatives ou désagréables comme étant des problèmes. Par exemple, si je reprends mon client de tout à l'heure, hein, le client en colère, donc en fait, contextuellement, il avait de la colère parce que son projet dans l'entreprise n'avait pas obtenu la valorisation qu'il voulait. Sa situation a évolué un peu en paranoïa, hein, parce que son dialogue interne a pris le relais. Il avait l'impression que les gens étaient contre lui. Sa colère était pour lui un problème, parce que l'image qu'il renvoyait, c'était celle de quelqu'un qui ne maîtrisait pas sa colère, donc qui ne se maîtrisait pas. Et ça, c'était problématique parce qu'il pensait que de ce fait, l'entreprise voulait le mettre au placard. Et sa demande, quand il est arrivé, c'est « aidez-moi à me débarrasser de ma colère ». C'est juste ça. Donc, il n'y avait pas d'animal, pas de chien là-dedans. Donc, sa colère était contre son équipe, mais aussi contre les membres de sa famille, contre son chien également. Moi, il me rappelait, en fait, il me racontait un épisode où son chien grignotait les pieds de la chaise. Et donc, du coup, là, le coach va pouvoir tout de suite prendre cette situation-là, le questionner sur comment est-ce qu'il se sent, comment est-ce qu'il accueille et qu'il accepte cette colère et quelle est l'intention positive de la colère. Parce que la colère, si elle est contenue dans un état qu'on a contracté, en fait, ça va être de la violence, ça va être destructeur. Par contre, si ces mêmes émotions, elles sont portées dans un état d'ouverture, elle peut prendre la forme d'un engagement. Et là, en fait, quand on questionne la personne, moi c'était mon cas, hein, sur qu'est-ce que vous ressentez quand votre chien, là, maintenant, il grignote les pieds de ma chaise. Et ben, il me dit, oui, bah, je suis fou de rage. Donc là, déjà, ça arrive à sortir. J'ai passé tellement de temps pour l'éduquer et on a pris des cours, j'ai lu des livres, etc. Moi, j'aimerais pouvoir le canaliser. J'aimerais qu'il soit empathique. Moi, il m'a dit ça, j'aimerais qu'il soit empathique avec moi quand je dis non et j'aimerais qu'il comprenne pourquoi. Et là, du coup, je suis déçue. Donc là, il y a tout un monde dans ce qu'il m'a dit là. Il est déçu parce qu'il s'est engagé à éduquer ce chien, il a passé du temps, il a donné de lui-même dans ce projet. Et en fait, sa colère, elle a une intention positive derrière. Elle lui indique qu'en fait, il est dans une antivaleur là. Il est dans celle du respect, de l'engagement. Donc, il ne se sent pas respecté, en gros. Et la colère qui lui dit agis, entends-moi, accepte-moi, agis. Donc, la colère, finalement, on va pouvoir travailler à partir de là en coaching classique. Et un coaching canin, en fait, ce qu'on va pouvoir travailler, c'est sur ses représentations. Quand il dit mon chien, il ne me comprend pas, mon chien, il n'est pas empathique. Là, en fait, attention à l'anthropomorphisme. C'est comment je vais challenger sa représentation et celle des autres. Parce que quelque part, en fait, il a un sujet là-dessus, sur la représentation. Et là-dessus, en fait, pour vraiment bien comprendre, hein, moi j'avais dans l'extrême un patient, donc là c'était en thérapie, un patient qui ressentait, donc c'est un autre exemple, un espèce de mal-être avec son environnement, notamment avec une personne qui était proche de lui, enfin qui est proche de lui, avec laquelle il a coupé la communication, alors qu'elle avait été avant. Avant c'était génial, et là depuis quelque temps, ils n'arrivent pas à communiquer.
Et donc, moi, j'ai pris le sujet en PNL. Donc, en PNL. Et puis, je lui ai demandé finalement, dans quel moment est-ce que vous avez un exemple de situation dans laquelle vous harmoniez là, aujourd'hui? Donc là, il m'a dit, bah oui, par exemple, ma relation avec mon chien. Ma relation avec mon chien, elle est idyllique, en fait. Il adore les chiens, ça se passe super bien, c'est génial. Donc la question d'après, c'est, en fait, pourquoi vous avez pris un chien? Qu'est-ce que vous appréciez chez les chiens? Et là, en fait, ça s'est débloqué là, quand il m'a dit, en fait, les chiens, ils suivent leur maître, ils sont hyper adaptables. Et verbatim, hein, c'est les chiens, ils pensent comme moi. Les chiens, ils sont heureux de vivre au rythme du maître. Et c'est ça que j'adore chez les chiens. Donc là, il me dit, en fait, que le chien, comme il est adaptable, c'est ça qu'il aimait bien. Et il se trouve que cette personne avec qui il vit, avec qui il a perdu la communication, il se trouve qu'elle a eu des transitions de vie, en fait, depuis qu'ils sont ensemble, depuis 20 ans, 30 ans, je ne sais plus. Et en fait, elle a évolué. Elle se refusait aujourd'hui de vivre la vie qu'on lui imposait. Donc, elle n'était plus aussi adaptée qu'avant, en fait. Maintenant, elle revendiquait son droit à vivre la vie qu'elle souhaite. Et donc, une fois dit ça, en fait, il y a plein de choses qui sont ressorties chez lui. Une fois, en fait, il m'a raconté une histoire il voulait se mettre d'accord pour la couleur de la cuisine, où il refaisait sa cuisine. Et en fait, il avait une logique dans sa tête. Et il me dit, moi, je ne comprends pas. Je lui explique. Je lui dis, je lui démontre par A plus B mon raisonnement logique. Et si elle a compris, alors je pense qu'elle ne peut pas être d'accord, qu'elle ne peut pas ne pas être d'accord avec moi. Alors là, on a un gros sujet sur la représentation des autres par rapport à la nôtre, et donc de dire que la carte du monde personnel qu'on a n'est pas le monde, et chacun a sa représentation. En fait, ça, on peut aller le chercher avec le chien. Parce que justement, le chien, il a sa représentation. Forcément, c'est un chien. C'est plus facile à voir quand c'est un chien que quand c'est un autre humain, hein. Et donc là, en fait, on peut travailler à partir du chien pour faire émerger ces choses-là. Moi, c'est vraiment juste un exemple de comment est-ce qu'on peut... Voilà, moi, en fait, comment j'utilise le chien en tant qu'agent traditionnel dans la relation pour faire justement cette transposition à la problématique du coaché. Alors, Philippe, est-ce que tu veux exposer un cas concret? Alors, je vois qu'il est 54. On a bientôt fini, hein. Ouais. Oui, on va peut-être demander s'il y a des questions, parce qu'il est 54. Moi, je te propose peut-être que si Ouais. nos participants ont des questions, et à ce moment-là, on va prendre ce temps qui reste pour y répondre. Oui. Donc, si vous avez des questions, il est important de pouvoir remettre votre micro. Et peut-être Soit le micro, soit vous mettez dans le chat. Ça marche aussi. Voilà, donc si vous pouvez, si vous avez des questions, soit vous remettez votre micro et... Ah, Flavie. Non, pour le moment pas. Enfin, j'ai posé cette question tout à l'heure sur la colère, c'est moi qui ai écrit ça. C'est quand Nathalie parlait, oui. Donc tu parlais d'un gars qui était en colère, tu en as reparlé d'ailleurs. Et, mais donc c'est comme s'il avait reporté sur son chien la colère qu'il avait envers son équipe, ou il avait par ailleurs de la colère contre son chien parce qu'il ne faisait pas ce qu'il fallait, ou je ne sais pas quoi. En fait, initialement, la problématique du coaché, c'était la colère qu'il avait contre son équipe, contre son entreprise, contre son côté professionnel. Et en fait, il n'arrivait pas à se connecter à sa colère, à son émotion. Moi, quand je lui demande qu'est-ce que vous ressentez, oui, je ressens de la colère. Ok, et qu'est-ce que ça fait de la colère en vous? Qu'est-ce que ça vous dit? Quelle image vous voyez? En PNL, en fait, on est beaucoup là-dessus. Et je lui dis, dans ce cas, dans quelle autre situation vous rencontrez la colère? Quand mon chien, il grignote les pieds de la chaise. Bon, ok, on y va. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Et donc là, en fait, on a mis au jour ce qu'on appelle des insights, donc des points clés qui lui permettent d'avancer autour de son besoin d'hypermaîtrise et autour de sa valeur d'être respecté. En fait, quand son chien il grignotait les pieds de sa chaise, pour lui, c'est il a raté son éducation et il se sentait pas respecté par son chien. Et donc, du coup, la colère par rapport à son équipe, c'était aussi quelque chose autour de ça. C'était, mais en fait, je me sens pas respectée, quoi. Et donc, du coup, quand je me sens pas respectée, j'ai mon antivaleur très, très forte qui arrive. Et quand il y a de l'antivaleur, en général, les gens, ils réagissent très, très fort. Et donc là, en fait, on peut commencer à travailler à partir de là. Mais c'est vrai que pour lui, se reconnecter à la colère qu'il avait envers son équipe, quand il m'en parlait, c'était pas possible. Enfin, il était complètement dissocié de son expérience, quoi. Parce qu'il y a plein d'émotions parasites aussi. C'est le contexte professionnel, il faut qu'il soit correct, voilà. Et donc tout ça ensemble, dans sa tête, c'était compliqué de se reconnecter à son ressenti.
Oui, oui. Tu savais qu'il avait Et un quand chien, il te l'avait dit, vous en aviez déjà parlé, c'était presque on parle un du prérequis ou coaching ou quoi? Je n'entends pas. Tu m'entends? Moi, je vous entends, mais j'ai l'impression que Nathalie ne vous entend pas. Oui, Je n'entends pas. Ouais. oui, en fait, Nathalie, est-ce que tu es ça là? a Alors, je vais essayer de coupé un répondre. moment et je Ah, suis pas voilà. sûre d'avoir tout Pardon. entendu. La question, c'était comment. Je n'entends pas, moi non plus, ce que tu dis. Je n'entends pas. La question, Nathalie, c'est est-ce que Ouais. tu savais, enfin, comment tu savais qu'il avait un chien et comment, voilà. Alors, on n'entend pas Nathalie, mais je vais Ouais. répondre pour elle. Euh, En fait, la plupart du temps, en coaching, dans ce cadre précis pour Nathalie, on ne sait pas forcément que les gens ont des animaux. Ouais. Mais c'est au fur et à mesure de l'échange qu'on va l'apprendre et qu'on va pouvoir s'appuyer sur la relation avec leur animal. Contrairement au comportementaliste, où lui, les gens viennent le voir pour ça. Les gens viennent me voir pour ça. Voilà. Mm. Là, Mm. voilà. Parce que j'ai eu un écho Ouais. derrière. Ouais. Voilà. Euh, donc voilà, en fait, souvent, on ne sait pas forcément que les gens ont des chiens, mais au fur et à mesure de l'échange, on peut leur poser la question parce que justement, ça peut être une manière de décentrer et d'aller sur une situation qui ne va pas forcément être bloquante dans l'avancée du coaching. C'est de trouver voilà, une situation, une relation qui va pouvoir permettre au coaché d'avancer. Oui, oui, c'est intéressant. Mhm. Mais c'est vrai que Est-ce qu'il y a souvent, c'est un peu par d'autres hasard questions? un chien. Hein. Vraiment, en tout cas, c'était mon cas. Hein. Mais quand ils amènent le sujet, en fait, on rentre dedans. Quoi. Mais c'est vrai qu'ils viennent pas pour du cani-coaching au départ. En fait, ils viennent pour résoudre une problématique professionnelle. Et par hasard, on se rend compte, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont le chien, hein, ils ont un chien. Et donc, du coup, on leur propose là de faire un décentrage. Ouais. Intéressant. Donc, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas, soit par le chat, soit en remettant votre micro, à moins que tu puisses, toi, Nathalie, remettre les micros des personnes. Alors, bah vous avez la main, sinon, sur vos micros individuellement. Et sinon, je peux faire pour tout le monde. Oui. Peut-être que tout le monde ne sait pas. Voilà. Tout le monde ne sait peut-être pas comment ça fonctionne. Ah non, je ne peux pas remettre. En fait, il faut que vous cliquiez sur micro, en fait, en bas. Vous passez votre souris en bas et il y a un genre de. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle, un truc qui ressemble à un micro barré. Bah, vous cliquez dessus et ça se débarre. J'arrive pas à faire. Ouais. Ah. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Angélica, on t'entend. Si vous prévoyez dans le cani-coaching que le client amène son chien ou est-ce que c'est plutôt de façon conversationnelle? Je vais répondre à cette question. En fait, le comportementaliste, pardon, il va s'adresser directement au maître des animaux. Donc, il n'a pas d'obligation à voir le chien. C'est surtout la manière dont le maître va en parler et exprimer la situation que l'on va pouvoir effectivement. Alors, soit c'est le maître avec sa famille, avec généralement quand il y a certaines problématiques, c'est bien de voir tout le monde. C'est bien aussi de voir les animaux, mais c'est pas une obligation. Et quand on est en coaching, dans tous les cas, le coaché ne vient pas avec son animal, mais c'est la manière dont il va en parler, où on va pouvoir faire éventuellement des parallèles avec les situations qu'il rencontre. Est-ce que je réponds à ta question, Angélica? Tout à fait. Toi, tu amènes facilement ton chien dans ton bureau ou tes chiens. Ouais. Moi aussi d'ailleurs. Est-ce que ça... Alors là, aujourd'hui où je suis, je ne peux plus amener mes chiens. Je ne peux plus amener mes chiens, mais en revanche, lorsque j'étais dans mon ancien bureau, j'avais 2 de mes chiens avec moi,
Et je sais que très souvent, ça permettait, en tous les cas, c'était un vecteur d'expression et d'émotion beaucoup plus important. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y avait des chiens, les personnes caressaient les chiens, nous disaient j'aime les chiens, j'ai peur des chiens, pourquoi? Et là, ça permettait effectivement d'arriver sur un échange. Un certain nombre de choses pouvaient émerger qu'elles n'auraient pas forcément émergé dans une situation de coaching classique. Et donc là, après, c'est notre métier, effectivement, de tirer un peu les ficelles et puis de proposer des parallèles entre ce qu'ils vivent et en entreprise avec leurs chiens. Voilà. Mais aujourd'hui, moi, je n'ai plus mes chiens avec moi au bureau, malheureusement, je n'ai plus le droit de les avoir avec moi. Ah bon? Moi, dans ce sens-là, je peux apporter juste un court témoignage. Ouais. Je suis pas coach. Bon, je suis psychothérapeute, donc c'est un autre domaine. Mais j'ai eu mon premier chien il y a 1 an et demi. Et quand j'ai vu l'effet qu'elle avait eu sur moi, sur mon propre travail, ma propre évolution, de toute façon, il s'est développé un fort attachement et je suis dans une configuration qui fait qu'elle est très souvent avec moi lors de mes consultations. Alors, avec une question préalable vis-à-vis du patient qui est est-ce que ça vous convient ou pas, est-ce que vous avez peur ou pas, mais c'est effectivement très intéressant parce que on peut voir les interactions entre le client et le chien, des expressions émotionnelles qui sont tout à fait favorisées ou pas d'ailleurs avec la présence du petit chien. Voilà, c'était juste un témoignage. Merci, Martine. Je vais répondre à la question Merci. de Julien qui l'a posée dans le chat. Alors, une question, je vais la lire. Une question volontairement taquinante. Ne risque-t-on pas de tomber dans une forme d'instrumentalisation de l'animal, une sorte de recherche de rentabilité de l'entreprise sous couvert de compagnon à quatre pattes? Alors oui, c'est une question taquinante, oui et non. Enfin non. En fait, le chien pour moi n'est pas un outil, c'est un être vivant. Et déjà en comportementalisme, on va intervenir. En tous les cas, on va essayer de travailler le comportement indésirable du chien, mais à partir du maître et à la demande du maître. Donc il y a toujours une demande. Et quand on le fait en coaching, c'est toujours pareil, une proposition. C'est que si le maître, par exemple, ne veut pas parler de le coaché qui a des chiens ne veut pas en parler, on n'en parlera pas. Il faut vraiment à un moment donné que ce soit soit qu'il y ait une demande, soit qu'il y ait une perche qui soit prise et que la personne accepte. Et si la personne n'accueille pas, ou en tous les cas ne prend pas les différents parallèles qu'on peut faire entre sa situation et celle de sa relation avec son chien, c'est OK. C'est-à-dire que quelque part, c'est qu'il n'est pas mûr pour entendre ce genre de choses. Mais en tous les cas, à aucun moment me concernant, en tous les cas, là je vais parler en mon nom personnel, me concernant, c'est quelque chose, je dirais, qui est lié à une forme de rentabilité. Alors moi, je peux ajouter aussi. Ouais. Je peux ajouter aussi, parce que c'est complètement ça. En fait, c'est vraiment opportuniste. On rentre et puis quand la personne a un chien, on lui propose. Moi, il y a plein de gens qui m'ont posé la question quand ils ont entendu parler de cani-coaching. Est-ce que moi, je viens avec Plume, donc mon chien, et les gens, mes coachés, viennent s'entraîner à lui donner des ordres, à lui faire, voilà, à adopter une posture. Non, en fait, personne s'entraîne avec Plume. Hein. Moi, j'appelle pas mon chien pour que les gens viennent l'utiliser pour s'améliorer dans une posture ou dans une communication. En fait, les gens, je pense qu'il y a une image un peu comme pour le horse coaching, où l'animal est là et on vient travailler avec. Non, en fait, là, il s'agit de l'animal du coaché déjà. Et c'est pas en fait un outil comme on viendrait expérimenter quelque chose, vivre une expérience avec un animal, quoi. En fait, non, c'est pas ça. Et puis ça, c'est pas systématique en plus. Hein. On n'a pas d'offre cani-coaching, les gens ils viennent avec leur chien. Et non, en fait, pour l'instant, on l'aborde pas comme ça. Après, c'est pas dit que ça se développe comme ça, mais pour l'instant, en fait, vraiment, c'est dans la conversation, quand c'est important pour la personne, quand la relation avec le chien est important pour le là, on coaché entre.
Alors, ce que je voudrais ajouter, c'est que en fait, on n'utilise pas le chien, mais on utilise la relation du maître avec son chien. Mais le chien n'est pas utilisé. Ça, c'est un point important, justement, parce que pour moi, le chien est un être vivant, ce n'est pas un outil qu'on va faire travailler comme ça. C'est vraiment, on va s'intéresser à la relation et à la manière dont le maître observe le comportement de son chien, l'émotion qu'il a, la frustration peut-être qu'il a sur sa relation avec son chien. Voilà. J'ai une question, si on a encore le temps. Vous m'entendez? Ouais. Est-ce qu'on est sûr que ce qui se passe avec le chien peut être mis en parallèle avec ce qui se passe ailleurs dans l'entreprise, par exemple? Est-ce qu'il y a forcément un processus parallèle? Alors, je vais me permettre de répondre et Nathalie complétera ou donnera sa version. Il n'y a pas toujours de processus parallèle. C'est parfois même il n'y en a pas du tout. Ou alors il n'est pas flagrant. Mais souvent, en fait, le comportement qu'on va exercer, mettre en œuvre en entreprise, ça va souvent être le même que l'on va mettre en œuvre avec son chien, parce que notre cadre de référence, nos croyances, nos représentations, ce que l'on est, va faire que il n'y a pas de raison, en tous les cas, voilà, d'avoir un comportement différent, mais il va se manifester peut-être à des degrés divers. En revanche, quand on va interroger la relation avec son chien, s'il veut bien y répondre, si on voit qu'il n'y a rien à exploiter, on reviendra à autre chose qui permettra sans doute d'avancer aussi dans le coaching. Mais il n'y a pas toujours de processus parallèle, en tous les cas visible. Voilà. Je ne sais pas, Nathalie, ce que tu en penses? Ah, on n'entend plus Nathalie. Nathalie, tu es là? Ajouter aussi que, en fait, ce qu'on va rechercher, c'est une à l'identique. Au contraire, par exemple, l'heure, c'était dans sa vie, ça allait pas, et puis avec son chien, c'était génial. Donc en fait, on voit pas tout de suite la relation. Mais en fait, on amène le concept en demandant à la personne souvent, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous prenez pas? Vous avez le droit, hein, vous prenez pas. Si ça résonne pour lui, il va essayer de faire des liens. Sinon, il en fait pas. Mais en fait, c'est un peu comme les métaphores. Quand je vous donne une image, dire en quoi ça parle de vous, et des gens, image, ça parle pas de moi, je vois pas. Ils font pas de liens. Il y a des gens, en fait, qui vont créer des liens, alors qu'en fait, à la base, il n'y en a pas. Mais c'est juste parce que leur représentation mentale va s'élargir avec justement cette image-là, où ils vont pouvoir débloquer ce qui se passe. C'est un peu, en fait, des situations en mode focal. Voilà. En fait, c'est le mécanisme en systémique. Hein. En systémique, en fait, si on dit quand même que ça dit quelque chose. On ne dit pas que c'est un lien direct, ni que c'est complètement transposable, mais en tout cas, ça dit quelque chose. Comme par exemple, là, on est dans un webinaire. Notre manière d'interagir avec vous, notre manière de parler, de faire, de répondre aux questions, de regarder, ça dit quelque chose de nous dans d'autres systèmes. Donc, du coup, voilà, ça dit quelque chose. C'est vraiment ce qu'il faut retenir, je pense. Mais je pense qu'il y a des liens qui peuvent se faire. Mais c'est au coaché de prendre ou de ne pas prendre. Parfois, ça va pas résonner pour lui, bah, c'est pas grave. Hein. J'ai une petite remarque à faire. On a le temps. Vas-y, Angélica. Oui. Je me dis, parfois, la représentation qu'une personne a de son chien et de sa relation avec son chien ne correspondent pas forcément à la réalité. Vu de la personne peut parler de la relation avec son chien de façon idyllique, idéale, etc. Et moi, je vois tout autre chose par exemple. Et j'ai l'exemple de quelqu'un, je vois bien le chien qui porte le fardeau de sa maîtresse. Et sa maîtresse, les maîtres, décrivent le chien comme très joyeux, insouciant. Et moi, il a des soucis. Voilà. Donc, des fois, voir l'animal en direct permet certainement d'être plus juste au travail. C'est certain. Après, comment dire, lorsqu'on intervient à la demande, et là je prends la casquette comportementaliste, et le travail qu'on va faire en comportementalisme ne sera pas le même qu'en coaching. En coaching, quand on a un coaché devant nous, on nous demande de parler de son chien, il va nous parler de son chien, de sa relation avec son chien,
mais on ne va pas faire du comportementalisme à 100% dans la mesure où on ne rencontre pas sa femme, ses enfants, et on ne voit pas l'ensemble du système et de l'environnement dans lequel se trouve cette relation et ce système homme-animal. Donc on va vraiment se limiter à du déclaratif, et c'est pour ça que les processus parallèles ne sont pas forcément visibles comme ça immédiatement. Mais ça peut être intéressant en tous les cas de les mettre en lumière, et peut-être même ensuite amorcer un travail, pourquoi pas, de comportementalisme avec lui, avec son chien, mais ce n'est pas le sujet au départ. En comportementalisme, quand la personne nous appelle pour exposer un problème, on va lui poser un certain nombre de questions. Nathalie parle de PNL, on a été formé, hein, Patrick, je vois qu'il est encore là, mais on a été formé à poser des questions et à faire un diagnostic, à collecter de l'information, à faire des recoupements, à vraiment faire en sorte qu'on puisse avoir suffisamment d'informations pour poser un diagnostic, et lorsque, après l'entretien téléphonique, on va rencontrer la personne et rencontrer tout le système, c'est-à-dire composé du mari, de la femme, des enfants et des animaux, on va effectivement observer sans doute un certain nombre de choses. Et si on voit que le chien est dans une attitude complètement amorphe et qu'on nous dit qu'il est joyeux, on est quand même en droit de dire, de poser la question, en quoi votre chien, là, il se montre joyeux, qu'est-ce qui vous permet de le dire, expliquez-moi. Donc là, on va passer un certain nombre de choses, mais là, on est vraiment, c'est comment on utilise le comportementalisme, les critères sociaux de l'animal pour faire la transposition d'entreprise d'une situation relation animale à une relation entreprise. Et puis ensuite, il y a le comportementalisme où là, effectivement, selon les cas, on va être amené à voir les animaux et à constater, à poser des questions, à faire un diagnostic, à confronter aussi le maître ou le système dans lequel il se trouve pour essayer d'y apporter ou en tous les cas, y rechercher des solutions. Mais voilà. Mais c'est vrai qu'au départ, dans le coaching, on est vraiment sur du déclaratif. Hein. On n'est pas du tout sur de l'analyse comportementaliste, mais on va permettre au coaché de faire un parallèle entre ce qu'il nous dit de sa relation avec son animal et de ce qu'il ressent avec ce qu'il ressent avec son équipe, dans son entreprise, avec sa hiérarchie. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou... Parce que je vois qu'il est déjà 19h15, donc on a un peu dépassé sur l'horaire initial. Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je pense que Nathalie va conclure. Oui, là, je me suis connectée avec mon téléphone pour être sûre de bien pouvoir suivre. Merci à tous pour avoir été présents là aujourd'hui, pour votre participation. Ça nous a permis de faire un beau partage de pratiques avec Philippe. Merci Philippe aussi pour cette préparation. Juste pour revenir, parce qu'on est passé à la conclusion, finalement, si on reprend la métaphore de la graine, le chien, qu'est-ce qu'il permet ? En fait, le chien, il va permettre de labourer un peu plus la terre, le terrain qui s'est tassé, qui est dense et qui n'arrive pas à se développer au niveau de la plante aussi vite. Et donc, le chien, c'est comme celui qui va aider le jardinier à labourer. Et donc, du coup, quand il remue la terre, la petite plante, ses racines, elles vont pouvoir mieux se développer et donc mieux puiser dans le sol. Et ce qui se passe au niveau racinaire, donc les racines qui se développent, ça a pour effet de faire grandir la plante tout entière. Donc, en fait, c'est la systémique, ça. C'est ce qui se passe dans les racines dit quelque chose de comment est-ce que les feuilles vont se développer. Et donc là, la valeur ajoutée du cani-coaching, elle va être autour de ça. C'est comment prendre conscience rapidement de son mode relationnel. On peut aussi être sur la communication. Donc, comment on enrichit nos modèles de communication. Comment on va appréhender la dimension relationnelle de l'action managériale si on la transpose à l'entreprise. Après, il y a des questions aussi sur la responsabilité. Comment je peux me rendre plus confortable, naturel et efficace dans l'exercice de mes responsabilités. Et enfin, là, il y a beaucoup de managers du coup, qui travaillent dessus, c'est comment je renforce mon leadership. Et là, en fait, ça se fait par rapport à la relation. Donc, bien évidemment, c'est les sujets qu'on va aborder. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses, que vous êtes contents. Là, je vous ai mis nos coordonnées pour aller un peu plus loin sur les modèles, sur la philosophie, sur les approches qui ont été présentées.
Ou alors, si vous voulez vivre un cani coaching décalé, hein, appelez-nous. C'est tout à fait possible. Et puis après, comme ça, vous pouvez faire par vous-même cette espèce de transmutabilité entre cette expérience vécue de cani coaching et votre vie en entreprise. Et c'est grâce à votre chien. Et donc n'hésitez pas. et vous pouvez avoir la réflexion vous-même aussi, parce que nous, on s'auto-coach tout le temps, hein, avec Philippe. Et donc, cette espèce de réflexivité, cette introspection qu'on peut avoir justement par rapport à cette relation. Donc voilà, merci à tous. On a terminé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup. à vous. Écoute, votre participation. Merci pour votre présence. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.